Parmi tous les conflits qui agitent le monde aujourd'hui, eh bien, une nouvelle ligne de front s'est ouverte, alors cette fois-ci aux États-Unis, non pas entre les démocrates et les républicains, on est habitué, mais au sein même du camp présidentiel, puisque Elon Musk et Donald Trump eh bien, sont plus qu'en froid, hein. Le torchon brûle entre les deux personnalités. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, bah, allez jeter un petit œil un peu curieux sur X, anciennement Twitter, et vous allez voir eh bien, ces deux fortes personnalités, on va dire, qui s'invectivent à travers des posts. Alors, c'est pas piqué des verres, hein, le dernier en date, c'était... Alors, Elon Musk avait déjà claqué plus ou moins à la porte, après, on va dire, les coups d'éclat effectués de début de mandat qui laissaient augurer d'un retour à l'orthodoxie monétariste, hein, et financière. Ils avaient levé quand même des gros loups, hein, la fameuse corruption liée à USAID. Alors bon, à mon sens, ils avaient levé qu'un début de couvercle sur ce magnifique chaudron à merde que l'on peut observer dans la plupart des pays occidentaux, puisque je pense qu'on est assis sur une masse de corruption qui est juste assez hallucinant. Il vaut mieux que Gérard et Michel, en allant travailler le matin, eh bien, ne sachent pas vraiment ce qui se passe réellement dans leur pays. Il faut qu'ils aient toujours l'illusion de contribuer par leurs impôts à la construction de routes et d'écoles et d'hôpitaux, hein. Voilà, il faut que la fable reste belle, mais la réalité, à mon avis, est tout autre. Et donc, on a bien vu que cette orthodoxie financière avait ses limites, et Elon Musk prend ses distances vis-à-vis de Donald Trump. On voit bien que les promesses qui étaient faites avant qu'il entre finalement en charge de la présidence une nouvelle fois, eh bien, semble s'évanouir de plus en plus, hein, parce que ce qui concerne la paix, bah, c'est pas terrible, hein. Je crois que le conflit ukrainien et la tournure que ça prend révèle bien qu'il n'y a pas, la volonté n'y est pas vraiment, hein, d'aboutir à une paix, puisque bon, on parle des Ukrainiens, mais on sait très bien que c'est une guerre par proxy de l'OTAN avec la Russie. On voit qu'effectivement les aides continuent d'affluer, y compris les aides américaines, et puis les aides liées à l'armement. Et on ne parle même pas de la logistique. Je pense que le dernier truc en date avec les drones, ça n'a pas été piloté par des Ukrainiens, à mon sens. Donc on voit bien que le bloc occidental est toujours à fond dans ce conflit. On observe également la même chose au Proche-Orient avec Israël et la Palestine. Bon, il n'y a pas de volonté de résolution d'un conflit quelconque, hein, à ce niveau-là. C'est business as usual, j'ai envie de dire. Alors bon, là, ça s'explique, hein, déjà historiquement. On sait très bien, Israël, que c'est une tête de pont de l'Occident en zone proche-orientale. Après, on ne sait plus qui tient la barbiche de l'autre, hein, finalement, puisque je crois que il ne faut pas se fier à la taille d'un pays pour véritablement savoir qui détient le pouvoir, hein, puisque même Netanyahou a dit qu'ils avaient infiltré tous les bureaux. Donc aux US, à mon avis, des doubles nationalités israélo-américaines ou américano-israéliennes, il y en a partout, que ce soit au Congrès, au Sénat, enfin dans tous les postes clés, et on ne sait plus vraiment finalement pour qui les gens travaillent, hein, à qui ils servent la soupe. Et je crois que finalement, à ce niveau de pouvoir, on n'est plus vraiment dans des notions de patriotisme ou de pays, hein. Chacun roule pour, on va dire, une entité supranationale qui dépasse largement le cadre du côté purement américain ou purement israélien. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, voilà. Donc, on voit effectivement que, eh bien, il y avait la bonne volonté affichée dès le départ. Eh bien, elle s'évanouit, puis alors très rapidement, hein, voilà, donc il n'y a aucun problème, on va dire, réglé. On voulait la paix, on s'est dit peut-être qu'avec Trump, on aurait la paix. Bah, c'est pas tout à fait ça. Elon Musk, lui, était plus branché sur un retour à l'orthodoxie financière, parce que les États sont surendettés. Alors, là-dedans, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Bah, c'est de savoir que dans tous les cycles historiques majeurs, eh bien, on retrouve toujours les mêmes ingrédients, et que lorsque l'on observe une fin de cycle de dette long terme, comme c'est le cas actuellement, eh bien, ça se traduit toujours à notre niveau par les mêmes résultats, donc des conflits à l'intérieur des zones économiques, à l'intérieur des pays, puisqu'il y a des clivages de plus en plus grands entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et ceux qui n'ont plus du tout.
Hein, je ne vous fais pas un dessin. La crise des Gilets jaunes en France, eh bien, c'était quand même assez révélateur. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a des zones, là on va rajouter des zones de fracture ethnique en France et dans les pays occidentaux, même aux US, hein, avec l'apport des latinos depuis quelques années, donc effectivement, ça rajoute des problèmes supplémentaires. Et en zone occidentale, bon, ben, on voit bien effectivement cette accélération qui s'est produite depuis 2015, avec effectivement une zone de fracture ethnique, pardon, qui ne se résorbe pas et qui va en grandissant, donc ça rajoute encore une dose de problème. Mais le problème majeur existant, c'est effectivement ce surendettement des États, hein, des États. Émettre des dettes, alors c'est de l'argent dette, mais on émet des dettes avec évidemment aucune intention de rembourser, et à un moment donné, il faut pouvoir rouler cette dette. Quand le pays est surendetté, alors par exemple en France, le collatéral, c'est bien évidemment Gérard et Micheline qui se lèvent le matin et qui continuent de bosser pour financer tout ça, et aussi l'héritage, on va dire culturel, hein. Il y a encore des châteaux, il y a encore des biens, il y a des œuvres d'art, il y a encore de l'industrie de moins en moins puisqu'elle est bradée, mais bon, on voit le process, c'est-à-dire que ce collatéral, il sert encore à pouvoir trouver des emprunteurs, et puis après on découpe le truc parce qu'il faut bien rembourser. Mais à un moment donné, c'est comme dans un ménage, hein, si vous avez la possibilité de mettre en gage votre maison et vos biens matériels pour pouvoir continuer à emprunter, pour pouvoir continuer à vivre, vous êtes endetté jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque vous vous débarrassez de votre superbe voiture, de votre montre Rolex pour pouvoir payer les créanciers, puis après vous donnez votre maison et voir votre système de production, à un moment, qu'est-ce que vous donnez? Je sais pas, alors à moins qu'on puisse trouver un intérêt énergétique, peut-être l'esclavage. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pourrez encore de mettre en garantie votre force de travail motrice, hein, comme à l'époque antique. Pourquoi pas? Mais bon, on arrive quand même au bout du bout, et ça c'est un problème qui touche bien tous les pays, on va dire occidentaux, donc on arrive en fin de cycle, et ça se manifeste toujours de la même façon, donc évidemment au sein des zones de graves problèmes internes, mais aussi à l'extérieur. Parce que comme on a fait un certain nombre de conneries en termes de gestion, hein, c'est structurel, c'est pas le dernier gouvernement ou la dernière personnalité qui arrive, c'est structurel, c'est depuis des dizaines d'années, on arrive en fin de cycle, et chacun à son niveau a contribué à ça pour arriver à ce moment fatidique et ce résultat où la note est présentée. Et donc, pour couvrir tout ça, une bonne guerre en général, ça permet effectivement de masquer la gabegie, ça permet de relancer l'économie d'une certaine façon, ça permet de remettre les gens au boulot, ça permet de faire taire les voix un peu dissidentes qui disent qu'il y a un truc qui ne va pas, ça assainit en clair. Et derrière, ça permet de créer un petit reset. Hein. Voilà, si vous en parlez aux Allemands, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont bien compris ce que ça leur coûtait, hein, leur monnaie qui était devenue une monnaie de singe. Enfin, ils avaient déjà compris avant, dans les années 20. Mais bon. Mais là, c'est valable pour tout le monde. Hein. Donc, effectivement, on voit que il y a ce divorce qui est prononcé hein, quasiment entre Trump et Musk. C'est intéressant parce que ça révèle quand même beaucoup de choses. On a deux personnalités qui sont encore une fois des personnalités, on va dire, solides et affirmées, mais qui sont différentes. Trump, c'est un négociateur, donc bon, en clair, il va pouvoir s'adapter, s'ajuster un petit peu en girouette par rapport à ce qu'il veut, et s'adapter très vite pour pouvoir négocier les choses. Et puis Musk, lui, c'est un entrepreneur, donc il a une vision, et c'est un rouleau compresseur, il y va. Donc là, il voit que sa vision ne correspond plus au chemin détourné, au chemin de traverse emprunté par Trump pour pouvoir arriver à ses fins, voire même on se demande même s'il n'a pas viré sa cutie parce que les forces en présence, on va dire les forces réelles qui détiennent le pouvoir sont pas trop fortes pour lui, ce qui est fort possible puisqu'il a affaire à tout un système. Donc là, voilà, il y a une mésentente totale. Hein, et puis ça se règle comme dans une cour d'école à travers des postes. Alors, voilà, Trump dit bon, on va arrêter les contrats par rapport à l'espace. Musk dit oui, les fichiers d'Epstein n'ont pas été rendus publics parce que Trump apparaîtrait dedans. Enfin bref, voilà. Vous voyez un petit peu le niveau. Mais ce qui est important, finalement, le plus important dans tout ça, c'est que, quelque part,
Alors, je rappelle, moi, ma position par rapport à tout ça, je ne navigue pas dans ces milieux-là, je n'ai pas de contact là-dedans, j'observe juste d'un point de vue historique, d'un point de vue financier, monétariste également, donc tout ça c'est lié à l'histoire, et puis celle qui est derrière, celle qu'on cache derrière le rideau, hein, pour comprendre réellement ce qui se passe, et je me dis comment je me positionne là-dedans. Donc moi je ne suis pas ni pro-Trump, ni pro-Poutine, ni pro-machin, de toute façon on ne fait pas partie des mêmes cercles, et il faut se rendre compte qu'à notre niveau, ce qui est important, c'est la pluralité et la différence, parce que le jour où vous êtes dans un système totalitaire, par définition, vous êtes coincé. Et depuis 2020, on a bien vu qu'ils étaient capables de se mettre tous d'accord, et puis de suivre un mouvement global qui est imprimé. Donc ça, c'est quand même très très dangereux. Donc pour nous, à chaque fois qu'on peut observer, on va dire, des différences entre zones, l'arrivée de Trump au pouvoir, c'était intéressant parce que ça pouvait signifier une inflexion dans la politique globale, hein. On virait la marionnette Biden, et puis on essayait de revenir à des choses, on va dire, plus traditionnelles, donc une orthodoxie financière, l'arrêt des guerres et des conflits majeurs, hein, qui étaient en cours. Bon, on pouvait espérer, mais on a bien vu que au final, voilà, quoi, hein, ça, c'est pas aller loin. Pourquoi? Parce que le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est le système, tout simplement. On est dans un système matrice, hein, et pour ceux qui ont vu le film Matrix, eh ben, c'est ça. On a un système qui est artificiel. Tout le monde dort là-dedans, a son rôle à jouer. Et puis quand il y a un truc qui déborde un petit peu, on a l'agent Smith qui arrive, hein. Et c'est peut-être ce qui s'est produit avec Trump, hein. Il a vu débarquer des hommes en noir avec des lunettes noires, costumes noirs, qui lui ont dit, écoute Pépère, c'est pas comme ça que ça se passe. T'as permis d'arriver là, mais bon, voilà, tu peux faire certaines choses, mais il y en a d'autres, voilà, il faut revenir dans le rang. Et puis là, bon, bah voilà, c'est business as usual, j'ai envie de dire, hein. Donc ça revient à la norme. Alors, le problème, il est celui-ci, c'est que, effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films ou des séries liées à comment dire, au voyage dans le temps, et on a un héros qui veut infléchir la ligne du temps, la ligne temporelle. Il se dit, voilà, je veux éviter cet événement majeur, donc il retourne dans le temps, avec les informations, bien évidemment, dont il dispose, puisqu'il sait ce qui va se passer. Donc il empêche un assassinat, il empêche un petit événement qui a l'air un peu plus ou moins anodin, mais qui entraînerait toute une chaîne de cascades d'événements pour aboutir à l'événement dramatique, donc qu'il veut empêcher. Et on se rend compte finalement que, alors il va réussir à éviter cet assassinat, il va réussir à éviter cette attaque terroriste, peut-être empêcher la naissance de telle personne à tel jour, mais à chaque fois, lorsqu'il revient dans son époque, eh bien malgré tout, tout s'est organisé, la ligne du temps s'est organisée pour malgré tout quand même produire l'événement catastrophique final. Voilà. Eh ben, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on en est là, et c'est vraiment finalement lié à la loi des cycles, tout simplement, c'est-à-dire que on est destiné à arriver au bout du cycle, et que à un moment donné, on peut se dire, tiens, Trump, ça peut infléchir un petit peu, mais il ne faut pas rêver. Quand on a vu la crise du IIIe siècle, à l'époque de l'effondrement de l'Empire romain, il y a un empereur qui est arrivé et qui a semblé infléchir un peu le game. Voilà. Bah, malgré tout, ça s'est quand même effondré. Donc il a ralenti le mouvement, mais il ne l'a pas empêché. Voilà. Ce qui était inexorable, c'est quand même produit. Alors avec Trump, on pouvait se dire, tiens, ça va infléchir un peu, mais malgré tout, non, on arrive au bout. Et on voit que très rapidement, eh bien finalement, les promesses qui étaient faites ne sont pas tenues. Dans les faits, on voit que ça continue toujours d'aller dans le même sens. Et malgré tout, eh bien, on a rendez-vous avec cette putain de fin de cycle, dont on ne pourra pas faire les frais, hein, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors il y a effectivement, comme je l'ai déjà dit, des décalages de cycles, hein. Je ne pense pas que dans les pays de l'Est, par exemple, on aura des problèmes de fracture ethnique aussi importants qu'en Angleterre, en France ou en Belgique, à un instant T. Mais il y aura d'autres soucis aussi, hein, d'autres soucis également qui se présenteront. Et les lignes de front aujourd'hui sont... voilà, on voit qu'au Japon, bien, on a une crise obligataire qui est importante. Le Japon est surendetté. Ça risque, à un moment donné, le coût risque de partir de là-bas. N'oubliez pas que le monde est financiarisé.
hein. Quand j'avais étudié un petit peu le fonctionnement de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, ben, on se rend compte finalement que dedans, il y a des banques, y compris européennes, comme la Deutsche Bank. Donc à un moment donné, on dit « Oh, la Deutsche Bank, c'est la baleine qui va remonter parce que ça va exploser, machin, etc. Donc il y a un problème en Europe. » Bah oui, mais ça va rejaillir aussi aux États-Unis. Enfin, c'est mondial, c'est mondialisé de toute façon. Donc on peut pas se dire à un moment donné que dans une zone, on va être à l'abri complètement. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est impossible. Donc on voit aujourd'hui le problème au Japon, et y compris territorial, à un moment donné. On voit la Chine, les US avec Taïwan, on voit le Pakistan avec l'Inde, la tête de pont occidentale au Proche-Orient par l'intermédiaire d'Israël. Alors c'est pareil, c'est intéressant ça. Il ne peut pas y avoir de résolution de conflit là-bas, parce que de toute façon, l'Occident a un pied là-bas et entend garder ce pied là-bas. C'est une des raisons majeures de la création de cet État d'ailleurs. Alors comme je le dis, il faut se réjouir à chaque fois d'avoir un clivage, enfin ce qui semble être un clivage entre les zones, entre les groupes, parce que ça nous permet, nous, d'arbitrer. Hein. Le jour où tout le monde est d'accord, bah, c'est comme pendant le Coco Circus, on ferme notre bouche et puis on fait du pain en regardant Netflix, parce qu'on n'a plus le droit de sortir, quoi. Et que ce soit en France, aux US, en Asie ou partout ailleurs, alors on aura des différences, hein, ça sera plus ou moins dur à tel endroit, dans un autre endroit, bon, bah, voilà, c'est l'arbitrage entre les cycles, mais d'un point de vue mondial, voilà, on a eu une démonstration là de puissance, hein, de cette gouvernance mondiale. Donc c'est assez dramatique pour nous. Et après, se réjouir effectivement de voilà, un type qui vient, qui dit non, je suis pas d'accord, machin, qui remue un petit peu l'échiquier. Mais au final, quand on voit ce qui s'est passé avec Trump, on se rend compte finalement que bah, il n'a pas remué de la queue longtemps. Hein. Donc, malheureusement, si on étend effectivement cette réflexion à un ensemble global, bah voilà, hein, je veux dire, quand on regarde la Russie, c'est pareil. Hein, on peut dire effectivement que c'est compliqué d'entretenir une opération comme ça militaire sur un territoire avec un front immense, etc. Mais enfin bon, au final, cette guerre, elle s'éternise. Poutine aurait sans doute les moyens militairement de mettre fin à tout ça. Hein, donc balancer une bonne bombe pour dire regardez, enfin comme l'ont fait les Américains avec Hiroshima et Nagasaki, hein, histoire de calmer un peu tout le monde. Bon, bah c'est pas fait au final. Donc quelque part, il y a toujours les pauvres cons qui meurent dans les tranchées, alors que les autres jouent aux échecs tranquillement en buvant des verres de champagne ou d'absinthe comme en 14. Hein. Malheureusement, c'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est assez intéressant parce que quand on dézoome un maximum, alors moi je n'ai pas de doute hein, par rapport au retour à l'équilibre puisque on est dans un monde spirituel, c'est l'esprit finalement qui génère tout, qui génère ce que l'on considère être la matière. Donc on a toujours un retour à l'équilibre qui s'opère. Si nous-mêmes on n'est pas capable de le faire, hein, voilà, par les voies habituelles parce que le système est verrouillé, le système à un moment donné, eh bien, il va se purger. Ça s'est déjà produit comme ça dans l'histoire, c'est pour ça que les civilisations naissent, se développent, croissent et finissent par mourir. Parce que ce sont des lois qui sont immuables. Hein. Et donc si on n'est pas capable, nous, de faire évoluer la chose hein, à notre niveau, ce qui paraît compliqué quand même, parce qu'on n'a pas de levier, on va dire, politique, ni les moyens financiers d'un Elon Musk, eh bien, malgré peut-être que c'est la nature qui se chargera de faire ce rééquilibrage. Et c'est probablement ce qui se produira, c'est probablement ce qui va se produire. Donc c'est quand même assez intéressant d'observer ces systèmes et de se dire que, j'en reviens à mon allégorie du film sur la machine à remonter le temps, eh bien, voilà, quelles que soient les démarches que vous pourriez entreprendre au niveau individuel, hein, puisque vous voyez la chaîne d'événements, je sais pas, moi, un type remonte dans le temps et se dit, tiens, on va empêcher les parents de Macron de produire l'avorton. Bah oui, mais on en aurait un autre à la place qui serait inséré dans ce système, qui le servirait à perfection pour aboutir finalement à la même catastrophe finale. Voilà. Donc quelque part, quand je dis qu'on peut influer sur le karma individuel quand on a fait un travail spirituel sur soi, quand on est attentif aux signes, etc., mais malgré tout, on doit vivre ce qu'on doit vivre, et le karma collectif, lui, est scellé. Voilà.